la vidéo sur les romans historiques. Romans historiques qui traiteront de l'après-post-Seconde Guerre mondiale avec un axe particulièrement bien appuyé sur le Troisième Reich. C'est ce qui m'a été demandé. Une autre vidéo viendra le mois prochain sur les romans historiques, puisqu'on me l'a demandé aussi, mais les romans historiques plus généraux. Voilà, plus généraux. Voilà, toutes les périodes d'histoire confondues. Alors, je dois d'abord faire un espèce de petite introduction qui va être un peu longue, mais bon, pour expliquer pour les personnes qui tomberaient sur la vidéo par hasard ou qui ne connaissent pas la chaîne depuis trop longtemps, que j'ai déjà fait une vidéo que je vous mettrai dans la barre d'infos et peut-être là si j'y pense. J'ai déjà fait il y a plus d'un an une vidéo où j'avais mis un top en gros 15, mais j'avais triché parce que j'avais mis 3 essais sur le 15, sur ce qui moi, depuis 42 ans, enfin 40 ans on va dire maintenant que je travaille et que je lis et que je visite et que j'auditionne et que je parle avec des personnes qui ont connu cette période-là, que j'estimais être des livres d'histoire. Vraiment, vous savez, les livres d'histoire, les trucs qui sont dans les bibliothèques historiques, dans les universités, en CDI, histoire. Alors des fois, c'est pas des pavasses, mais c'est des livres d'histoire, des essais, des mémoires, etc., de thésards. J'avais fait cette vidéo-là justement pour cette période-là et cet axe-là, parce que c'est véritablement pour moi les 15 livres que si vous les avez lus, vous n'avez plus à vous poser de questions quand vous lisez un roman, donc une fiction historique sur cette période. Vous pourriez à aucun moment vous fourvoyer ou vous interroger ou prendre, on va dire, des vessies pour des lanternes. Donc j'avais fait cette vidéo, c'est pour ça que je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse cette période, pour que, en gros, vous ayez une base qui peut vous servir sur tous les romans qui sortent actuellement. Alors, il n'y a pas que ça, et j'en avais parlé aussi dans un podcast. Vous pouvez aller voir des documentaires. Alors, pas les documentaires cucu la praline, hein, on parle de documentaires historiques, hein, attention. Il y a des documentaires historiques, il y a dans les cinémathèques, il y a des dossiers complets. Vous avez sur Gallica, le site de la Bibliothèque nationale de France en ligne, vous avez des contenus historiques avec des films de l'INA. Par exemple, si quelqu'un est intéressé par des procès comme Papon, etc., c'est sur l'INA, vous allez voir, alors bien sûr vous allez vous taper tout le truc, mais si vous êtes un tant soit peu intéressé, voilà. Vous avez aussi tout ce qui est mémorial de la Shoah, les fondations. La fondation Spielberg a fait un travail extraordinaire de tous les témoignages des déportés. Il y a les sites de Yad Vashem par exemple qui est en ligne, qui a énormément de données si cette période-là et cet endroit-là vous intéresse, au lieu d'aller lire Martine à la plage, enfin vous savez où, parce que là ça pue en ce moment, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que ça commence à me monter un petit peu. Donc là il y avait la base, voilà, sur cette vidéo il y a la base des livres historiques, des vrais livres d'histoire, où si vous savez ça, en gros, le premier que je présente, si vous savez 3/4 du roman, vous avez, enfin du livre, vous n'avez plus de problème à avoir. Vous pouvez lire ce que vous voulez comme roman. Jamais, à aucun moment, vous allez vous poser la question en disant « Ah, c'était vrai ça ? Ah, je sais pas, je vais voir. » Non, non, vous saurez que c'est non et ou oui. Voilà. Alors là, moi, j'ai pris le parti de vous parler de romans historiques sur cette période, mais je rappelle, un roman est une fiction. Alors, je suis bien passée pour en parler puisque je suis auteure aussi et romancière. Je sais faire la différence. Alors moi, je travaille d'une façon différente quand je fais des livres d'histoire, enfin des romans où il y a de l'historique dedans. C'est-à-dire que à la fin de mon roman, je vous mets la bibliographie de livres qui peuvent vous servir, parce que moi je les ai déjà lus, mais qui peuvent éventuellement vous servir pour vous renseigner, pour aller plus loin dans la démarche, ou pour juste vérifier que j'ai pas dit des conneries. Mais je sais très bien que si je mets, par exemple pour la chute de Yann, j'ai mis mes personnages entre 1923 et 1938.
et un peu au-delà, mais après on en parle beaucoup moins. Et tout ce qui arrive à mes personnages, qui sont des personnages fictifs, qui n'existent pas, ce n'est pas une biographie, hein, sinon, voilà. Tous les événements qui leur passent sous le nez pendant cette période sont vrais. Mais c'est eux qui sont pas vrais. Leurs sentiments n'existent pas, leur famille n'existe pas. Mais évidemment, ils ont ressenti des choses que d'autres personnes ont ressenties. C'est pour ça que quand je vois arriver des livres actuellement, des romans, donc des fictions, comme on m'a dit gentiment, je lis ce genre de livre parce que c'est une fiction et que ça, je regarde pas, je demande pas plus loin. Moi, ça m'inquiète sur certains sujets. Voilà, parce qu'en ce moment, je vois pulluler machin, truc à Auschwitz, machin. Enfin, on a l'impression que c'est, comme je vous dis, Martine à la plage. Donc c'est Martine. Voilà. En gros, je pense qu'ils ont déterré tout ce que l'on peut déterrer de métiers. Là-bas, hein, on a droit aux magiciens, à la cuisinière, à la bibliothécaire, à la violoniste. Dans 2 minutes, on va avoir droit au couturier, au poissonnier et au boucher. Hein. Non, mais on va y aller. Hein. Donc, il y a aussi la nuance, et je le dis, c'est que, comme c'est une fiction, le travail de l'auteur, bah, ça dépend ce qu'il décide de faire. Voilà. Il y a des auteurs où, moi, ça m'est arrivé de lire des romans où... Honnêtement, je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, il y a des gens qui croient à cette connerie. Et à la fin, des remerciements qui sont à la fin du livre. Dernière ligne, en tout petit. Ah oui, alors je remercie mes lecteurs de bien comprendre que je suis un auteur et que j'ai pris des libertés avec l'histoire. Bah putain, on n'avait pas remarqué quand même. Voilà, donc il y a beaucoup de livres que moi j'ai lus où je me suis dit à un moment donné, il faut prévenir les lecteurs avant. Alors, je sais que moi je le fais, pas tout le monde le fait. Après, il y a plein de livres que je lis, des livres historiques, où on n'a pas besoin de mettre en 4 par 3 parce qu'on sait que c'est une fiction, mais il y a des choses réelles à l'intérieur. Et généralement, les auteurs, qui sont sérieux, dans les remerciements, ils citent leurs sources, ils citent les archives, les endroits où ils sont allés fouiller, peut-être des gens qui ont fait des recherches pour eux, voilà. Normalement, on fait ça. Donc, je rappelle que librement adapté, inspiré de faits réels, c'est inspiré, adapté, c'est-à-dire que on a pris un fait, un truc isolé, peut-être une histoire que quelqu'un a racontée. Je rappelle que quand on raconte quelque chose, ce sont nos souvenirs et que quelquefois, pas qu'on enjolive volontairement, mais que notre mémoire ne garde que le bon et pas le mauvais derrière, l'auteur est libre de broder derrière ce qu'il veut sur une histoire qui est à la base peut-être réelle, mais qui va broder pour faire joli. Parce que sur quelque chose qui a été dit, qui doit faire 10 lignes ou 15 lignes, en gros, si on résume, il faut broder. Hein, si vous voulez faire un livre de 200 ou 300 pages. En plus, ces livres-là, ils font pas 100 pages. Hein, ils font 300, 400 pages. Donc, il faut broder le truc. Voilà. Donc, c'est sur cette base-là que je suis partie. Alors après, je le dis tout de suite, j'ai pas la science infuse. Je ne suis pas... on va dire, je suis pas une sommité dans le domaine, il y a des gens largement plus qualifiés, plus diplômés, plus pointus que ça sur moi. Moi, ça n'est que mon avis personnel sur ce que je lis depuis plus de 40 ans. C'est des livres qui, pour moi, quand je les ai mis dans les groupes, je me suis dit que c'était peut-être le plus facile. Alors, je ne mettrai pas, et je vais en parler après à la fin, je ne mets pas ce que moi j'estime être des bases qui sont publiées comme dans la librairie de romans ou d'essais ou etc. qui pour moi, ou de témoignages, donc tout ce qui est biographie, témoignages, mémoires, journaux, essais, etc. Je ne les ai pas mis là. Parce que pour moi, ça tombe dans le domaine histoire avec un grand H. Les livres d'histoire, c'est des trucs, voilà. Alors, je vous en citerai certains et vous verrez ce que vous voulez piocher. Alors, j'ai mis quatre, on va dire, thèmes. J'ai mis 1, les incontournables, 2, les indispensables, 3, les policiers, donc historiques, et 4, les romans graphiques. Sachant, je le dis tout de suite, que je vous ai fait des vignettes. Alors, j'ai bien fait mon travail, sachant que j'avais pas les bouquins, tout ce que... Parce que je me suis aperçue que beaucoup de bouquins que j'avais lus
qui remontent à longtemps, je les ai plus ici, ils sont en Dordogne, ou ils sont dans des cartons. Oui, j'ai pas assez de place, alors je mets mes livres dans les cartons. Je suis désolée, mais quand on n'a pas de place, ben on cumule les cartons. Voilà, c'est comme ça que ça va. Ou ils sont dans une... pas ici chez mon père, ou ils sont dans un garde-meuble, etc. Donc, dans un box. Donc voilà, j'ai pas mes livres là et j'allais pas chercher partout où étaient mes bouquins. Donc je sais qu'il y en a qui sont dessous là. Il y en a qui sont dans 2 cartons. Je sais où sont les cartons, je sais où... mais il aurait fallu que je déballe tout, donc... Vous m'excuserez, mais je vous ai fait les vignettes. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avant chaque plan, enfin chaque partie, je vous mettrai la vignette qui correspond au livre dont je vais parler en vitesse, comme ça vous verrez. Et à la fin de la vidéo, sur à peu près 20 secondes, 30 secondes peut-être, ou peut-être une grosse minute, je vous mettrai les 4 vignettes que j'ai fait. Je crois que j'en ai fait 4 ou j'en ai fait une globale, enfin bref, je vous mettrai les vignettes que j'ai préparées avec tous les livres, avec toutes les couvertures de livres, et vous pourrez faire donc un arrêt sur image, un imprime écran ou noter ce que vous voulez. Si vous voulez la liste de ce que dont je vais vous parler, vous me le dites, je vous la mettrai dans les commentaires. Ou si vous me dites ah j'ai mal entendu un mot ou autre, alors je vais essayer de vous les mettre dessous. Mais il y en a quand même pas mal parce qu'en gros je crois que j'en ai déposé une trentaine. Donc si j'ai le temps, vous savez que je monte pas très rarement. Enfin je fais pas, je m'écoute pas, je mets juste les titres parce que je me suis repérée. Là il faudrait vraiment que je m'écoute au moment même où je mets le nom. Donc si j'ai pas le temps et j'y arrive pas, je vous les mettrai, voilà, je vous les donnerai. Sinon, bah écoutez, vous avez les vignettes, vous faites un imprime écran et vous me dites si ça vous intéresse. Alors dans les incontournables. Ah oui, il faudrait aussi que je dise pourquoi je... Non, bah, je vais essayer de vous dire pourquoi je l'ai pris. Alors, dans les incontournables, donc, incontournables, vignette. Je fais ce que je peux. Dans les incontournables, le premier... alors, j'ai pas essayé de les classer par ordre... Ouais, c'est ça aussi. Je ne les ai pas classés par ordre de lecture absolue. Hein. Attention, j'ai mis les incontournables. Il y a 9 incontournables pour moi, de romans. Parle bien de romans, hein, vous ne vous renvoyez pas là-dessus. Hein. Le silence de la mer de Vercors. Parce que ça parle à la fois d'un soldat allemand et de sa réflexion, de sa mentalité, de ses réflexions, et à la fois de Français qui voient arriver l'envahisseur, qui sont obligés de l'accueillir chez eux, et qui, de prime abord, le détestent, et ensuite regardent autre chose, voient autre chose. Voilà. Donc c'est un roman qui n'est pas très long de Vercors, qui est très prenant, qui n'est pas facile d'accès. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils n'ont jamais pu vraiment trop rentrer dedans. Ah, c'est sûr que c'est pas... Ah, c'est pas Martine à la plage, hein. Voilà. Mais c'est un roman qui peut vous apprendre justement l'ambiguïté de sentiments quand vous êtes dans un pays en guerre, a fortiori occupé, et que en face, la personne qui arrive chez vous n'est pas forcément le gros grizzly ou le gros vandale que vous auriez pensé. Voilà. Deuxième qui est une merveille et que je prends très souvent en exemple quand j'allais dans les classes, quand on me parlait de cette période que j'allais intervenir dans les classes, je prenais ce roman-là. C'est Le Liseur de Bernard Schlink. Parce que justement, très souvent quand vous parlez de la Seconde Guerre mondiale et notamment entre la résistance, le Troisième Reich, les machins, les trucs, très souvent quand vous avez affaire à des jeunes, ils sont assez extrêmes dans leur position, ils vous disent toujours « Oui, mais moi, madame, j'aurais été... » Oui, il m'appelle madame, elle m'a vu la vie de la vieillesse, enfin à l'époque, même quand j'étais 10 ans de plus qu'eux, il m'appelait madame. Alors, oui, mais madame, moi j'aurais été résistant, moi j'aurais fait ça, et j'aurais dit non, parce que en fait, tu pars du principe, et vous partez tous du principe que vous savez ce qui arrive après. C'est-à-dire que quand on lit un roman, et a fortiori de l'histoire qui est passée, et sur cette période surtout, il faut surtout pas que vous ayez la démarche de vous dire, quand vous lisez, ah oui, mais c'est normal parce qu'après il y a... Mais non, parce que la personne qui vit ce truc-là, à ce moment-là, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, je vois par l'expérience personnelle de personnes autour de moi qui m'ont dit
si j'avais su, je ne me serais pas engagée dans la résistance tout de suite à ce moment-là. Ou bah, si j'avais su, j'aurais pas traversé ça. Ou si j'avais su qu'après bah, y avait ça, bah, j'aurais pas fait ça. Parce que vous savez pas ce qui se passe derrière. Nous, on sait ce qui s'est passé. Nous, on sait que 4-5 ans après, les Américains ont débarqué. Donc, du coup, en gros, il fallait faire le dos rond pendant 4 ans pour essayer de survivre. Mais ça, les personnes qui sont arrivées, qui ont vu arriver les Allemands débarquer à Paris, etc., et sur la France, qu'est-ce qu'ils en savaient combien de temps ils allaient rester? Personne, vous le saviez pas. Et puis, pas tout le monde a entendu l'appel de Gaulle, c'est faux. C'était sur la radio anglaise, pas tout le monde avait une radio, pas tout le monde avait la possibilité d'écouter la BBC, pas tout le monde savait qu'il y avait un colonel, un Français qui était parti. Voilà, donc les gens l'ont su parce que certains en ont parlé, parce que certains l'ont entendu, parce qu'on en a parlé, parce que dans les journaux, 2-3 jours, 3, 4, 5 jours après, on a vu arriver des trucs, etc. Mais sur le coup, les gens qui sont partis à Londres sur cet appel-là, ils sont allés sur un coup de dé, ils ne savaient pas du tout ce qui allait leur arriver. Est-ce qu'ils auraient passé 4 ans là-bas? Est-ce qu'ils n'auraient pas préféré rester chez eux et se battre de l'intérieur quand ils ont vu que la résistance commençait à avoir le mouvement? Personne ne sait. Et le liseur de Schling, c'est ça aussi. Et c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est un jeune homme qui, visiblement, ne sait rien ou pas trop, rencontre une femme qui est plus âgée que lui, qui ne sait pas lire. Et il lui lit quelque chose. Il y a des sentiments amoureux qui se développent entre les deux. Et puis, des années plus tard, elle va disparaître un jour. Et puis, des années plus tard, il va se retrouver face à cette femme dans un box en apprenant les horreurs qu'elle a pu faire. Et ça, c'est aussi un très beau livre parce que à la fois vous avez quelqu'un qui est assez naïf, qui en fait en gros se retrouve face à quelqu'un qui a deux visages. Et c'est très compliqué quand vous aimez quelqu'un. Si vous apprenez des années plus tard que la personne n'est pas la personne que vous imaginez parce qu'avec vous ça allait, et que dans son passé ça a été une terreur, qu'est-ce que vous faites? Voilà, donc ce que j'aime beaucoup, et souvent je leur disais, lisez ce livre, si vous n'avez pas envie de le lire, regardez le film, mais essayez de vous mettre dans la peau des personnages, et sans savoir, voilà, vous ne savez pas ce qui s'est passé, vous ne savez pas ce qu'elle avait été avant, etc., et voyez comment vous agissez. Et ça, c'est un truc. Autre livre magnifique qui s'appelle L'ami retrouvé de Fred Ullman. Pareil, c'est les relations entre personnes, c'est les relations entre deux personnes qui étaient amies, que la guerre et l'antisémitisme et la tension et la période assez de plomb qui s'est développée dans les années 30 et pas forcément qu'en Allemagne, amis, et le fait que des années après, votre ami peut rester votre ami, mais il y a toujours quelque chose qui reste, même s'il y a quelque chose de cassé. Il y a le souvenir. Voilà. 4, et moi je l'adore celui-là, c'est Inconnu à cette adresse, donc de Catherine Cressman-Taylor. C'est un très joli livre qui est assez fin, un peu comme L'ami retrouvé, mais qui est très émouvant et qui vous fait rentrer dans l'intimité d'une relation, dans l'intimité de quelque chose qui brise. Voilà, qui est brisé et qui ne peut pas se rattraper, mais que vous sentez qu'il y a une cassure, quelque chose qui est arrivé et qu'on ne peut pas prévoir derrière. Et ça, c'est le genre de roman où il faut. Autre roman, et alors là... ouais, je sais, oui. Alors, on parle pas de livres d'histoire, il y a des livres d'histoire sur la bête, hein. Ouais, très très bon livre d'histoire sur la bestiole. Enfin, la bestiole, ouais, une sale bête, quoi. Enfin, sale bête. Mais plus que sale bête, c'est une pourriture. Voilà, on est d'accord, on va dire ça comme ça, c'est une pourriture. Mais une pourriture intéressante à étudier, alors par le biais des romans, bien sûr, au début, mais après, par les biographies. Et ça s'apparente pas loin d'une biographie, en tous les cas il a fait un boulot formidable, c'est HHHH de Laurent Binet. Alors en gros en allemand c'est le cerveau de Himmler s'appelle Heinrich. Je vous fais grâce de mon allemand. Parce que il y a des rouages comme ça, si vous arrivez à comprendre comment ça marchait, la machinerie nazie, c'est quand même des pôles de personnes qui dirigeaient des services
des personnes qui se détestaient entre elles, ou en tous les cas qui auraient bien aimé bouffer celui d'un côté, pour avoir plus de pouvoir, pour être avec le chef suprême, ou pour prendre la place du calife. Ah bah oui, à un moment donné, le is no good, c'est le syndrome. Alors, ce type-là, Heinrich, était, on va dire, oui, une pourriture. Mais quelqu'un de calculateur et malheureusement, je dis bien malheureusement, extrêmement brillant pour beaucoup de choses. Ce qui était la qualité de ses très nombreux défauts, poussé en cela par une bonne femme qui était encore plus antisémite que lui. Largement plus d'ailleurs. Enfin, bon, on n'épouse pas d'aigu, hein. Enfin, on n'épouse pas, voilà, bon, bref, qui se ressemble 500, comme diraient certaines personnes. Voilà, enfin, surtout pour eux d'ailleurs. Mais il faut savoir la façon dont il a... C'était quelqu'un d'extrêmement dangereux, même pour le pouvoir en place. Il avait des dossiers sur tout le monde, y compris sur le Grand Manitou. Donc voilà, sa mort a été une bénédiction pour le système. Alors déjà pour le système parce qu'il a commencé à s'enclencher la gueule, pour nous, enfin pour les descendants quoi, et surtout parce que ça a ouvert la porte à une mainmise de certaines personnes, mais qui n'avaient pas le talent de la bestiole. Bien heureux d'ailleurs, voilà. Après, c'est une ambiguïté ce type, donc c'est très bien de commencer par un roman, parce qu'il est tellement ambigu et tellement... qu'il faut quand même commencer par un truc assez soft pour éviter de se prendre le mur tout de suite avec lui. Et Laurent Binet a fait un travail formidable. Il y a le film aussi, qui est pas mal foutu. Il y a des défauts dans le film, mais bon, ça, hein, c'est inhérent à l'adaptation d'un livre assez casse-gueule sur ce type-là, surtout. Autre livre qui est on va dire qu'il est dans la mouvance de la pourriture juste avant qui gérait. Ah, je fais de la logique. Hein. J'ai pas fait de logique du tout, hein, j'ai pas classé. J'y suis allée comme ça. La mort est mon métier de Robert Merle. Oui, je signale quand même que je les ai tous lus. On est d'accord, hein, voilà. Je recommande pas des livres que j'ai pas lus. Alors ça c'est pareil, c'est KSS, voilà. Alors si vous avez lu ça, après je pense que vous pouvez vous enquiller certaines biographies, certains journaux. N'allez pas dans les journaux d'anciens officiers nazis sans avoir une préparation minimum. Hein. Non, je vous le dis. Parce que y a des choses qui sont tellement brutales, tellement, déjà premièrement... assez abominable et même incroyable. Et ceux qui ont écouté mon podcast savent que j'avais fait, qui était très long, qui avait 3 heures, mais que j'avais fait sur des questions qu'on m'avait posées sur l'histoire. Ils savent très bien que j'ai eu cette expérience-là avec quelqu'un. Si vous n'êtes pas préparé, que vous n'êtes pas blindé, même avec un livre, vous pouvez en faire des cauchemars. Hein. Voilà. Donc, La mort est mon métier, c'est vraiment un excellent roman. Parce que ça vous met dans la tête de quelqu'un qui n'a pas véritablement de... Ok, on regarde rien, hein, en gros, hein, voilà. Il fait son métier, ouais, bah oui. Tuer, c'est son métier, ouais, bah c'est super, voilà. Non mais sérieux, je plaisante, mais j'essaye de dédramatiser, sinon cette vidéo va être une catastrophe. Mais voilà, c'est ce genre de roman qui peut vous faire basculer sur d'autres choses plus complexe, plus difficile à appréhender. Moi je le dis toujours, n'allez pas vous jeter dans certains romans, même les Martines à la plage là, sans avoir un minimum de blindage. Parce que moi je vois des retours des gens qui sont dithyrambiques sur ces romans en disant c'est très émouvant, c'est la vérité, c'est le truc cru, alors que bon, moi j'en ai eu 2 ou 3 parce que je me suis dit quand même, sois pas con, tu vas aller lire pour voir ce que c'est. Non, c'est Martine à la plage en gros. Hein. Parce qu'il raconte, c'est peut-être absolument affreux pour vous, mais c'est même pas je sais pas, c'est 1% et demi de la réalité sur le terrain. Voilà, donc c'est Martine à la plage. Après, je suis d'accord que tout le monde lise, enfin non, que vous lisiez ce genre de roman, ne me prenez pas pour une intégriste ou une emmerdeuse. Je suis pas là à vous dire il faut pas lire ce genre de truc. Non, non, si, lisez. La lecture est bonne. Vous pouvez lire tout ce que vous voulez, y compris Martine à la plage. Mais
ayez juste le recul pour vous dire qu'il faut quand même aller voir et pas uniquement prendre pour argent comptant le fait qu'on vous dise c'est inspiré d'un fait réel ou c'est inspiré d'une histoire vraie. Inspiré n'est pas écrit, c'est pas une biographie. Si on vous dit inspiré d'une histoire vraie ou d'une personne qui a vraiment existé de faits réels, c'est une biographie quand on parle de quelqu'un. Ce n'est pas un roman. Je redis au cas où. 7, parce que c'est le 7e que je nomme, c'est L'armée des ombres de Joseph Kessel. Bon, ouais, je pense que... Hein? Je pense que sur le côté de l'ombre, résistance, ce genre de truc, il y en a pas mal, hein, il y en a beaucoup, mais il est quand même incontournable, Joseph Kessel. Hein, je vois vraiment pas... je vois vraiment pas comment on pourrait ne pas le lire sur cette période-là. J'ai du mal, là. Je vois pas. Ouais. Non, en plus, j'ai rien d'autre à dire que L'armée des ombres de Kessel. C'est comme Robert Merle, c'est comme Schlink, c'est comme Vercors, quoi. C'est des... Ouais, c'est des mastodontes, c'est des incontournables. Autre incontournable, et alors là, on passe du côté Est, mais il faut le lire. Hein. C'est Vie et destin de Vassili Grossman. Il y a des personnages, que ce soit féminin et masculin, on a la fresque dans le côté russe absolu de cette période-là, vue de l'autre côté. Ce qui montre aussi les tournants de l'état d'esprit et des stratèges et de la stratégie qui a pu être menée. Ne pas croire que Staline était complètement crétin quand il a signé les accords avec Hitler, pensant que oui, un pacte de non-agression, ouais, c'est ça. Voilà, c'est juste pour qu'on aille se partager la moitié des territoires d'à côté, puis une fois qu'on aura partagé, 2 bombes et puis on récupère les morts. Voilà. Donc, mais je trouve que Vie et destin de Vassili Grossman, c'est quand même, c'est une bavasse, hein, mais c'est vraiment un truc... oui, qui fait voir une autre vision de ce qu'on a, ce qui est une vision plus... oui, qui est une vision de vainqueur, mais qui, à un moment donné, il n'y avait plus que eux et les Anglais hein, qui se battaient. En gros, au milieu... Bon, on parle pas des Italiens et des Espagnols qui étaient avec l'Axe, donc... et puis les Italiens qui servaient à pas grand-chose, en fait. Ils ont fait que des bourdes qui ont mené l'armée allemande à essayer de leur sauver la mise à chaque fois. Et qui à chaque fois les ont retardés, notamment pour l'opération Barbarossa, c'est à cause d'eux, hein, qui se sont enlisés, enfin heureusement d'ailleurs, si on va par là, heureusement que les Italiens étaient des gourdeaux, mais voilà, c'est de voir la vision de l'autre côté, c'est ce que j'explique toujours quand je vais dans les classes, quand j'expliquais, je disais toujours, ne vous contentez pas de lire qu'une seule partie de l'histoire, lisez les 3, c'est-à-dire vous lisez les pour, les contre, enfin un camp et l'autre, les 2 opposés de camp, et vous lisez les gens qui ont fait des genres de synthèse, qui ont fait des mémoires, qui ont fait des essais, qui ont synthétisé ce qui s'est passé. Parce que rien n'est blanc, rien n'est noir, rien n'est vraiment gris, c'est toute la palette de couleurs. Quand vous prenez un nuancier, vous allez du noir profond absolu au blanc transparent absolu. Vous avez tous les nuances de gris, de blanc cassé, de noir, machin, etc. Vous avez une palette énorme. Eh ben c'est ça, en fait, l'histoire. C'est que vous n'avez pas qu'une seule partie. Il n'y a pas qu'une seule version. Il y a des pour et des contre. Et selon du côté où vous vous placez et si vous êtes le vainqueur ou le vaincu, bah, vous n'avez pas la même vision. Donc si vous lisez les 2 parties, avec la 3e au milieu, plus ou moins vous arrivez à vous faire une synthèse à vous. Et le dernier, des incontournables, c'est Journal d'une femme à Berlin. En fait, c'est la période qui va du 20 avril jusqu'au 22 juin 1945, qui a été une des pires périodes pour Berlin. Derrière aussi, après, en Allemagne, ils sont pas amusés des masses hein, jusqu'aux années 49, 50, même après. Mais enfin, ils se sont pas amusés des masses. Le premier qui me dit c'est bien fait pour leur gueule, je vous avais toujours pas compris certaines choses. Oui, c'est bien fait pour les connards, mais pas pour certains qui ont souffert. Puis de toute façon, personne ne devrait souffrir. C'est pas œil pour œil, dent pour dent à un moment donné, sinon on s'en sort pas, la preuve en ce moment. Voilà.
Là, c'est vraiment axé sur le journal d'une femme, c'est anonyme, hein. Alors, c'est à prendre selon ce que c'est, mais toutes les sources historiques, quelles qu'elles soient, et que ça soit universitaire ou autre, il y a eu le chiffre déclaré des viols à Berlin pendant la période quand les Russes et les Américains sont arrivés dans Berlin. Le nombre déclaré peut être pratiquement quintuplé sur à peu près un an. Donc la période, généralement si vous trouvez un chiffre dans les trucs, généralement vous multipliez par 2 ou 3, voire 4. Sans compter tout le reste. Voilà. Donc c'est un morceau de vie de quelqu'un qui voit basculer sa ville vers l'horreur absolue avec la peur, la faim, les bombardements, les tortures, les viols, les sommations, les arrestations. Voilà. C'est vraiment un roman qui... Enfin, c'est un roman et un journal. En tous les cas, c'est pour ça que je l'ai mis dans le roman, parce que comme c'est inconnu, on peut prêter à se dire que 2 ou 3 fois, la personne qui a rédigé a peut-être mis plus que c'était ou moins, peut-être à minimiser ce qui était véritablement arrivé. Mais c'est un livre où vous ne pouvez pas rester insensible à ce qui se passe. Même si vous êtes du côté des vainqueurs et que vous crachez sur les vaincus, c'est pas possible de rester, on va dire, de marbre par rapport à ce qui est évoqué là. C'est un livre qui m'a trotté dans la tête pour une partie d'un de mes romans. Ceux qui ont lu mon triptyque sauront de quoi je parle. Parce que je ne savais pas du tout comment inclure cette partie-là de l'histoire qui est quand même assez sordide et assez difficilement concevable, notamment quand on est une femme. Mais croyez bien que les hommes y sont passés aussi. Hein. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les femmes. Mais on va dire 90%, 95% c'était des femmes hein, qui ont été violées. Donc j'arrivais pas à vouloir... Je voulais inclure quelque chose qui parlait de ça, mais c'était très compliqué. Et donc je l'avais lu quand il était sorti. Et donc j'ai relu un passage. Et je me suis dit, je peux pas l'aborder comme ça, parce que c'est pas possible, je peux pas, mon personnage ne peut pas faire ça, mais elle peut subir ça. Et en fait, c'était ma manière aussi à moi de montrer la réalité du terrain. Voilà, donc ça c'est les incontournables. Les indispensables. Vignette. J'essaye de vous mettre des repères. En fait, j'essaye de mettre des repères pour moi. La gourde. Elle est con, cette fille. Bon, alors, un des premiers indispensables, c'est un roman qui rentre dans la catégorie SF, donc qui n'est pas répertorié comme un roman historique, mais qui est un roman que je fais chier tout le monde avec depuis que je l'ai lu en Angleterre il y a 2 décennies minimum. 3. Oui, bah, on va passer sur le nombre d'années. Qui est sorti en France, tant mieux, qui doit être là-dessous. Ah bah il est là. Je le vois. Il est là. Je mets le doigt dessus. Vous voyez? Dessous. Je sais pas si vous voyez bien, mais il est dessous là. Il est tout petit, mais il est dessous. Voilà. Ça s'appelle Vastika Night de Katharine Burderkin. Alors c'est une femme, oui, elle l'a écrit en 1937 et elle imagine que le Reich millénaire est en cours. En tous les cas que ça a marché, leur histoire de guerre et de machin, et que la société a été fondée sur une annihilation de la femme qui est retournée parquée dans un troupeau, comme un troupeau, ou en tous les cas dans un camp, qui est là juste pour fournir son utérus, en gros, hein, sur ça. Et on va suivre un Anglais, puisque en fait tout le continent a été nazifié, et donc les gens sont censés venir faire un espèce de pèlerinage en Allemagne, sur les terres, puisqu'on est dans un futur très lointain. Et moi je trouve que ce livre-là, ça explique, parce qu'à un moment donné, alors outre le discours féministe au milieu, mais ça explique aussi cette espèce d'embrigadement qui a été créé, cette machinerie, cette espèce de rouleau compresseur qui a été mis, parce que les personnages à un moment donné parlent
de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, de ce mécanisme qui met en place, de cet endoctrinement lent à un moment donné. Alors, outre le fait qu'effectivement, il peut y avoir des relations entre des faits qui ont existé après, mais quand elle l'a écrit, et je le rappelle, elle l'a écrit en 36, elle l'a fait sortir en 37, sous le nom d'un homme, alors pas parce que c'était une femme, hein, il y avait d'autres femmes qui publiaient, mais c'était surtout qu'elle voulait peut-être pas du tout, et d'ailleurs c'est ce qui avait été dit, qu'elle ne voulait pas que ça remonte jusqu'à elle. Hein. Je rappelle que les nazis étaient quand même au pouvoir et qu'ils avaient quand même un service de sécurité qui pouvait dégommer n'importe qui, n'importe où, même peut-être sûrement en Allemagne, parce qu'il y avait des réseaux nazis en Allemagne qui ont été démantelés en sous-main. Il y en avait beaucoup. Hein. Donc voilà, on écrit un truc comme ça, on va calfouetter ses arrières. Mais c'est vrai qu'elle met il y a des similitudes dans son roman qui font penser effectivement à des camps de travail, des camps d'extermination, des camps de concentration, mais qui ne sont pas du tout exprimés dans ce sens-là. Voilà, c'est véritablement, elle n'a pas eu connaissance en 1937 de la machinerie qui allait se passer après le protocole de Vendée. N'extrapolez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, arrêtez d'extrapoler sur ce qui s'est passé après. C'est ce que nous, on voit, parce que nous, on sait ce qui s'est passé. Elle, quand elle l'a écrit à cette époque-là, ça sortait pas d'Allemagne, hein. Et il n'y avait pas encore ce genre de protocole, de solution finale. Ça n'existait pas encore. Il est flingué, enfin, il est tué, oui, ça, je suis d'accord. Mais il n'y avait pas la solution finale. Donc, le chose qu'elle a imaginé, ce qui est absolument incroyable, elle a imaginé ça en étant quelqu'un qui était une lambda, qui prouve que les auteurs de science-fiction ont une vision à long terme. Des fois pas, ça fout la trouille quand même. Bon bref. Autre livre indispensable, Les Bienveillantes de Jonathan Littell. Moi je vois vraiment pas comment on peut se passer de ce livre-là. Je sais qu'il a dérangé beaucoup de monde quand il est sorti, parce que se mettre dans la tête d'un nazi et d'un SS en forcerie, pas aisé. J'ai fait l'expérience pour la chute de Yann, hein, je vous assure que vivre avec 2-3 mois dans la tête en collaborant avec un type qui n'est pas forcément folichon, c'est pas aidant. Voilà. Après, bon, il part bien parce que papa, Little, est quand même quelqu'un qui touche sa bille sur cette période-là, donc il partait pas en terre inconnue, le gars. Ce qu'il a écrit, ça tient la route. C'est bien détaillé, c'est bien documenté. Voilà, c'est du travail, on va dire, bien fait. Bon, il n'a pas eu le concours pour rien, hein, mais c'est une pavasse. Alors, vous attaquez pas à ça comme vous allez prendre le thé avec de petits gâteaux et en parlant du beau temps et en regardant votre portable. Hein. Non, ça, c'est pas possible. Hein. Non, mais il y a des trucs, voilà, ces livres-là, il faut les lire vraiment. Enfin, c'est pas en regardant le soleil et la terre et la lune qui tournent. Hein. Non, ça marche pas. Autre livre, ça s'appelle Seul dans Berlin de Hans Fallada. De Hans Fallada. Sur du mot, à chaque fois, ça se voit que des fois je suis dyslexique quand même, parce que voilà. Pareil, même combat, c'est un roman qui est véritablement, qu'il faut avoir lu. Voilà, c'est pareil que Le journal d'une femme à Berlin, etc. C'est sur la même lignée. C'est vraiment des livres qu'il faut avoir lus parce que ça montre un autre état d'esprit, ça vous montre une autre partie de ce qu'était la guerre. Autre livre, et alors là c'est un livre que j'aime beaucoup, ça s'appelle Le cœur qui haïssait la guerre de Michel Heurtaud. Alors je l'ai lu il y a 2-3 ans et j'avais été, mais j'étais sortie de ce livre-là avec la gorge serrée. Honnêtement, si vous êtes intéressé, allez lire ce livre-là. Je vous expliquerai pas pourquoi, parce que si je vous explique, le problème c'est que si je commence, je vais vous spoiler le truc et je veux pas. Ce cœur qui haïssait la guerre est un des romans sur cette période-là, c'est pour ça que je l'ai mis dans les indispensables, parce que c'est un bijou de réflexion. Il est bien foutu, il est bien écrit, il est dense, il est beau. Et il vous serre le cœur, vous l'arrache les tripes, enfin les boyaux, tout ce que vous voulez. Voilà. Autre livre qui, cette fois-ci, traite d'une autre chose et qui me fait assez... j'ai été assez étonnée d'entendre sur des forums. Alors, en fait, j'étais sur un forum, parce que je fais partie d'un forum fermé, de personnes qui lisent surtout des romans historiques ou
ouais, qui lisent beaucoup de choses historiques. Alors, c'est la Seconde Guerre mondiale, et ce truc, c'est pas trop leur cam. Il y en a, on est une dizaine sur peut-être que je crois qu'on est 60 membres. On doit même pas être une dizaine hein, à ne lire que sur cette période. Enfin, grosso modo, pratiquement que sur cette période-là. Les autres, c'est Moyen-Âge, Antiquité, Rome, 19e, machin. Et j'ai été très étonnée parce que quelqu'un citait un roman où on parlait des camps d'internement en France, ou oui, d'internement et limite de concentration. Et il y a plusieurs personnes qui, plusieurs fois, avaient dit qu'elles étaient très pointues sur la Seconde Guerre mondiale et qui ont dit, ben, j'étais même pas au courant. Ah bon, il y avait des camps comme ça en France? Donc moi j'ai dit bah oui vers les Pyrénées, on m'a dit mais pas du tout, bah si un peu oui, voilà. Donc il y en a un très beau de livre qui s'appelle Les Indésirables de Diane Ducré, qui avait d'ailleurs travaillé sur les femmes des dictateurs, donc je vous invite aussi à aller voir ce qu'elle a fait. Les Indésirables, c'est l'histoire de deux amis qui vont se retrouver dans un camp à la frontière de l'Espagne, pour des raisons diverses que je ne veux pas vous expliquer parce que l'histoire est vraiment beaucoup trop belle. Mais ça montre, bah déjà, l'amitié, mais surtout ça montre l'absurdité de la guerre, l'absurdité des choix, l'absurdité de tout d'un coup mettre au banc quelqu'un alors que 5 minutes après, 5 minutes avant, c'est votre pote. Voilà. Ce genre de livre... puis avec la sensibilité, la plume de Diane Ducré, ça passe vraiment tout seul. Par contre, accrochez votre petit cœur. Hein. Allez-y. Ah non, je vous lis. Autre livre, alors j'ai beaucoup hésité avec celui-là. Parce que je l'ai lu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont lu aussi, qui ont beaucoup aimé. Mais je ne l'ai pas mis pour la véracité à 100% de l'histoire, enfin du côté historique. Je l'ai mis parce que... alors le twist final, moi je l'avais vu venir, mais j'ai aimé cette façon de montrer justement l'ambiguïté des sentiments des gens. C'est-à-dire ces deux jeunes filles qui sont amies comme cochonnes. Donc c'est Les Lueurs du lendemain de Jennifer Cody Epstein. Et elle est... c'est deux petites filles, deux Allemandes qui sont très copines, machin, qui ont une bande de copains. Le frère aîné qui est le dieu de tout le monde, les copains, les copines, l'école, l'Allemagne, tout va bien. Et puis arrive le rouleau compresseur qui arrive au début, ouais non on s'en fout, voilà, en gros, on est des enfants, on joue, on regarde pas. Et puis un jour une loi arrive et on se rend compte que la petite camarade, sa meilleure amie est juive, mais on s'en fout, c'est sa meilleure amie, donc on s'en taponne. Et puis... voilà, le rouleau compresseur se met en route et puis si on continue à la fréquenter, on peut plus jouer avec ses camarades et puis on peut plus aller chez les jeunesses et puis on peut plus faire ça, on peut plus aller là, on peut plus aller là. Donc petit à petit, on s'éloigne, mais c'est notre ami, donc on veut pas s'éloigner. Et c'est l'ambiguïté sur l'ensemble d'une vie, des ratages de deux femmes, notamment d'une, qui a lâché quelqu'un et qui s'est rendu compte de l'énormité de ce qu'elle avait fait, mais qui n'avait plus de possibilité de rattraper le truc. Par là, il y a la descendance qui hérite du poids de derrière. Moi, je trouve que Les Lueurs du lendemain sont beaux sur ce passage-là, c'est-à-dire juste de savoir que deux personnes... poussé dans la guerre, vous savez pas comment vous allez réagir. C'est aussi souvent ça que les gens oublient, c'est que au pied du mur, vous savez pas ce que vous allez décider. Jamais. Personne ne sait. Tant que ça vous est pas arrivé, je parle pas de vous être tordu le doigt ou taper le doigt avec le marteau, hein, je parle pas de ça. Mais personne ne sait, et c'est ce que moi on m'a toujours dit dans les témoignages que j'écoutais. Tout le monde me disait, tant que tu ne vois pas quelqu'un, tant qu'on ne te torture pas, tant que tu ne sais pas le seuil de douleur que tu peux encaisser, parce que personne ne peut savoir tant que vous n'avez pas la douleur, hein, parce qu'il y a des gens qui, ils ont on leur fait des points là, ils s'évanouissent, ils ont mal, ils veulent 10 Doliprane, il y en a certains, 20 points, ils vont pas pleurer. Ça dépend de votre seuil de douleur, mais ça dépend aussi de Hux.
2 minutes. Je peux même pas éteindre sur ce truc quand je reviens. S'il est en train de faire une connerie, et ça va être une catastrophe. Axe se pendait au rideau. Déjà que la tringle, elle marche pas beaucoup, alors je vous raconte pas. Bref, vu le poids de la bête. Donc tant que la douleur, on sait pas. Et il me disait toujours, tant que tu n'es pas dans une salle de torture, et que, parce que c'est arrivé, qu'on ne torture pas quelqu'un devant toi, quelqu'un à qui tu tiens, pas, mais même quelqu'un à qui on tient pas, mais imaginez que vous êtes maman, et on veut que vous donniez le réseau de quelqu'un, on amène votre enfant devant vous dans une salle de torture et on commence à le torturer. À quel moment vous allez basculer dans... Parce que vous avez 30 personnes que vous pouvez balancer qui vont être massacrées face à votre enfant. À quel moment vous allez lâcher? Voilà. Et les gens me disaient, tu peux pas savoir à quel moment. Donc ne partez pas avec l'idée toujours de savoir ce qui va se passer derrière. C'est pour ça que ces romans-là sont importants, parce que vous le lisez, vous vous dites, mais moi à sa place, non, il faut pas dire ça. Vous pouvez n'être qu'à la place que quand la personne sait ce qui va se passer derrière. Voilà. Donc en lisant ces livres, il faut se mettre au moment M du roman de la personne et pas savoir après ce qui va arriver. Autre, alors, c'est un sujet un peu délicat, c'est pas le meilleur traitement sur ce sujet-là, mais ça peut ouvrir à d'autres livres. C'est Kinder Zimmer de Valentine Gobi. Alors, tout ce qui est la mythe, c'est un espèce de mythe, hein, ce qui s'est passé dans ces pouponnières ariennes. Il y a beaucoup de romans qui imaginent certaines choses, qui ont monté d'autres mythes, par-dessus le mythe, par-dessus le mythe. Ça a existé. C'était une évidence, mais c'était les vraies pouponnières, là, la vraie, on va dire, création d'enfants sur commande, c'était véritablement entre ariens. Les autres, parce que c'est arrivé, sur d'autres femmes traitées, enfin les gueux, enfin les filles, pas les sangs purs, c'était pour les expériences. C'était pas pour former la future élite, on est bien d'accord. Hein, voilà. Après, c'était un autre endoctrinement, c'est-à-dire que les filles qui allaient se présenter là, c'était pour la patrie, c'était pas des putes. Alors attention, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais c'était le lupanar. Voilà. Il y a beaucoup de choses, mais il faut imaginer aussi la vie, et c'est pour ça que ce livre est important, c'est la vie de ces enfants-là, qui quand ils sont nés, pauvres petites puces, parce que c'est des puces, hein, c'est des bébés, hein, vous les prenez, c'est des bébés, et un bébé c'est innocent, c'est pas méchant, c'est un bébé, voilà. Donc quand vous voyez un enfant qui est né dans cette période-là, de cette sorte-là, de cet arrangement-là, qui va commencer à grandir, parce qu'il y en a certains, les pauvres vieux, ils sont nés en 42, 43, 44. Donc ils commencent à s'éveiller au monde après la guerre, et ils sont issus de ce genre de choses. Il y en a plein de témoignages de ces enfants-là, le poids de la culpabilité que ça leur a mis sur les épaules, c'est inimaginable. Parce qu'en fait, ils se sont sentis responsables, alors que c'était des bébés, hein. Ils se sont rendus responsables de toutes les horreurs qui avaient été faites. C'est un sujet qui, honnêtement, si vous n'avez pas le cœur accroché, vous tombez, hein, je vous le dis tout de suite. Donc commencez par ce genre de roman. Kinder Zimmer. Allez-y, commencez par le bas de l'échelle, hein, de temps en temps. Mais je vous dis, c'est un indispensable parce que ça peut vous amener ailleurs. Moi, mon but, c'est de vous faire lire et de vous amener sur d'autres livres, des livres d'histoire ou des livres un peu plus compliqués. On en est déjà au 17, on y arrive. Ça va durer 1h30 cette merde. La fabrique des salauds de Kriegstrauss. Alors, ça aussi, ça a un autre problématique. Alors oui, il y a l'histoire des deux frères avec la sœur adoptive et tout. Ça, on passe. Hein. C'est la trame de l'histoire. C'est le fil rouge, si vous voulez, mais c'est pas ce qui est intéressant dans le livre. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, essayez de plus tomber du nid quand on vous dit qu'il y avait des SS dans les pays de Balte. Sinon, vous captez rien du tout à la Seconde Guerre mondiale. Vous n'avez jamais vu quoi que ce soit de votre vie. Parce que quand... j'ai vu dans certains commentaires des critiques de gens qui disent « Ah tiens, c'est bien, j'ai lu ça, moi j'ai lu tellement longtemps sur ce jeu-là, c'est la première fois qu'on aborde le sujet des SS dans les pays baltes. » Non. On lit pas les mêmes livres, hein, perso. Hein. Là, un problème. Hein. Voilà, et très souvent,
je vois ça dans les commentaires, je lis que des livres, que des romans historiques sur cette période, je suis très calée. Non, si tu lis que des romans historiques, tu sais beaucoup de choses, mais il y a des choses qui manquent. Ah, ça manque. Voilà. Alors après, c'est un livre qui est bien foutu. C'est un livre qui est plus profond que ce qu'il y paraît, qui parle beaucoup de géopolitique après-guerre, ce qui est pas mal aussi à comprendre comment, quand les nazis se sont cassés la gueule, tous les pays du monde ont, en gros, ont collaboré pour récupérer l'élite, pour récupérer des informations, pour faire la guerre froide avec ceux d'en face. Tous les pays. Voilà, on est bien d'accord. Donc, tout le monde a pillé dans le vivier nazi. Ils ont fermé les yeux, ils ont bouché les oreilles, ils ont bouché le nez, surtout sur la puanteur qu'ils pouvaient avoir. C'est pas grave si on pouvait avoir des billes pour contrer ceux qui étaient en face. Et on appelle ça des alliés. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais c'est très bien foutu parce que justement, à l'intérieur, bien sûr, de la machine nazie dans les pays baltes, mais la géopolitique derrière. Moi, je trouve qu'il est bien foutu sur ça, surtout. Et ensuite, dernier indispensable, c'est l'ordre du jour de Éric Vuillard. Alors là, lui, voilà, c'est pareil, même combat. Les arcanes avant. On peut dire que c'est là où tout a foiré, en gros. Voilà, donc non, sérieux. Il y a des livres qu'il faut quand même avoir lus avant. Alors moi, je vous dis, pré, post, Seconde Guerre mondiale et Axe, Troisième Reich, ne négligez jamais la montée. Ah bah oui. Et quand on dit montée, c'est pas 33, c'est 19. Parce que moi, j'ai étudié 1949. La montée, c'est 19. 19-23. Après, c'est de la gnognotte, on savait qu'à un moment donné, ça allait foirer. Enfin, ceux qui connaissent, évidemment, a posteriori, c'est facile de lire, mais ça, quand on a une bonne... vous savez, c'est comme les jardins. Quand vous avez une bonne terre, que vous rajoutez du bon fumier, du bon compost, que vous laissez mijoter les petites graines, là, etc. Oui, pendant quelques mois, il n'y a rien qui pousse, puis tout d'un coup, voilà. Ah bah, c'est la même chose. Donc, ordre du jour de Vuillard. Ah non, allez-y, parce qu'à un moment donné, il faut y aller. Alors, on va passer dans la troisième catégorie. Troisième catégorie, les policiers historiques. Jaquette. Si j'oublie les jaquettes à ce moment-là en faisant la débile comme ça, c'est que vraiment je suis nouille. Alors, dans les policiers, ce qui est très bien, c'est que, évidemment, c'est des enquêtes policières qui se passent soit avant, guerre, et ça c'est génial, soit pendant, soit après. C'est pour ça que j'ai choisi cela, parce que je me suis dit, c'est une très bonne façon de voir la vie dans l'Allemagne, que ce soit l'Allemagne, la République de Weimar ou le Troisième Reich, parce que souvent dans ces policiers qui sont très bien foutus, même si j'ai un doute pour le dernier, mais bref, c'est plus sur la résistance, le dernier. Ça vous montre l'évolution de la société. Et à travers des enquêtes policières avec des flics qui étaient pour, contre, qui en avaient rien à carrer, des gens lambda qui... prenaient la vie du beau côté parce qu'ils venaient de se taper 4 ans de guerre, qu'on était des fois dans les années 20, et puis on avait passé du bon temps, et puis la crise était arrivée, donc c'était encore plus difficile, mais il y avait quand même cette sensation de vouloir absolument vivre pour vivre, voilà, et l'épée de Damoclès derrière avec le voile très très sombre qui s'agitait. Voilà. Donc le premier que je recommande, que j'aime, et je lance encore un appel aux maisons d'édition. Vous pouvez pas traduire les 5 qui restent là parce que moi je suis en mode groupe, je suis en mode queenage quoi les mecs. C'est les enquêtes du commissaire Rath de Volker Kircher. Le poisson mouillé, tout là. Oui, je fais chier avec ça. Mais c'est le Berlin du milieu des années 20, fin des années 20, début des années 30. Le personnage est un ancien combattant de la Grande Guerre. Donc il est venu avec ses propres problèmes psychologiques, qui voit arriver les années folles de Berlin, qui voit arriver l'émancipation, qui voit arriver le jazz, qui voit arriver plein de choses intéressantes, et qui voit l'ombre noire et brune qui arrive.
mais toujours avec des enquêtes qui se passent. Alors, il y en a un dans le monde du cinéma muet, etc. Et qui montre le Berlin de cette époque-là. À un moment donné, petit à petit, on sent l'engrenage qui arrive par petites touches, avant même qu'ils arrivent au pouvoir. Parce qu'il y a des gens qui arrivent dans des salles de cinéma bien avant qu'ils soient au pouvoir et qui troublent l'ordre public parce qu'un film qui est présenté est censé être un film juif ou un film de propagande ou un film de dégénéré. Alors il n'y avait pas que les juifs qui étaient dégénérés et c'était l'art qui leur plaisait pas. Hein. Oui, bah, il faut pas lire, il faut pas regarder les tableaux, il faut pas aller dans un musée, il faut pas écouter certaines musiques, bah, il faut être débile. Voilà. C'est en clair, si vous suivez l'ordre qui est, dès que vous arrêtez de penser, vous êtes bon pour être d'un mouton. Voilà, donc il faut penser. Il faut diversifier sa pensée. Donc, les enquêtes du commissaire Rat, moi j'aime beaucoup, puis c'est un très bon policier. C'est un des plus sexy policiers que je connaisse. Hein. Ah, bah, ah oui, je sais, oui, je fais ce que je peux. Autre livre, alors lui, c'est au début des années 30, c'est la trilogie berlinoise de Philippe Kerr. Je pense que tout le monde connaît. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'avaient déjà lu. Je pense que c'est un des incontournables. C'est quelqu'un qui touche sa bille sur cette période-là de début des années 30. Contrairement à ce qu'on dit, c'est pas... voilà, il y a beaucoup de gens qui disent oui, oh, c'est pendant la guerre. Non, non, c'est avant. Voilà. Il y a eu d'autres, mais celui-là fait partie de la trilogie berlinoise pour la montée du nazisme. Voilà, ça peut éviter de vous faire lire des livres d'histoire trop bourratifs et vous amener sur une période plus avec un peu, enfin légèreté, tout est relatif chez Philippe Kerr et dans la trilogie berlinoise, hein, mais enfin en tous les cas, qui peut vous faire avancer. Autre, alors je l'ai lu il n'y a pas très longtemps et avec la copse Virginie, on a lu Germania de Harald Gilbert. Mes potes me faisaient... Depuis des années avec Harald Gilbert en me disant il faut que tu le lis, c'est génial, tu vas voir, c'est un policier. Alors ça se passe plutôt entre 44, 45, 46 et notamment plutôt 44, 45 sa saga. Donc moi j'ai lu que le premier mais les autres tomes sont sur le même système donc c'est pour ça que je le donne parce que justement c'est les rouages. Et là, c'est les rouages de fin de guerre. C'est les rouages de ceux qui sont encore au pouvoir mais qui sentent le vent du boulet. Et ceux qui ont morflé pendant toute la guerre, mais qui, par un mariage avec une Aryenne, par quelques connexions, arrivent plus ou moins à se maintenir en équilibre entre le cul entre deux chaises. Et là, il va avoir un SS et un flic juif, qui a épousé une Aryenne, donc à ce titre-là, il est un peu protégé. Ils sent bien le vent du boulet souvent, qui vont enquêter sur des meurtres, notamment sur Germania, de filles mutilées, qui sont retrouvées devant des monuments morts de la Grande Guerre. Ça a une relation, voilà. Donc et on sent la fin du monde, là. On sent la fin du régime, mais on sent, vous savez, c'est un peu comme les canards. Vous leur coupez la tête, ils continuent à courir parce qu'ils se disent « Oh non, peut leur belle la tête !» Voilà. Ben, en gros, vous sentez que le canard va se faire couper la tête, mais il veut toujours courir. Voilà. C'est bien foutu. C'est très bien écrit. Autre, dans le jardin de la bête, donc de Erik Larson. Alors là, pareil. Hein. Même combat. Je sais même pas quoi vous dire, c'est vraiment policier, c'est même combat dans le jardin de la bête, je vois vraiment pas ce que... C'est dans la lignée de Kerr, quoi, voilà, donc c'est... si vous avez aimé Philippe Kerr, si vous avez aimé cette ambiance-là, allez-y sur Erik Larson. Autre livre, et là, on tombe dans l'après-guerre, ce qui est très important à savoir aussi, pour, en fait, pour ce qui se passe maintenant. Ah, je vous assure. C'est la trilogie hambourgeoise de Kay Rademacher. J'ai fait chier tout le monde aussi avec celui-là. Il est ressorti il n'y a pas longtemps et on l'a vu tourner sur notamment La Chef de Séverine, etc. Parce qu'elle l'avait reçu, je crois, en SP, la réédition. J'ai mal aux fesses, je suis désolée. Mais j'aurais dû mettre le coussin, mais j'ai pas le coussin. Et là, je commence à avoir mal. Avec ma patte, c'est pas une bonne idée. Là, ça se passe... vraiment après-guerre, dans le secteur anglais, donc de Hambourg, dans un Hambourg détruit, avec des cadavres partout, avec la faim, les maladies, la pression, etc. Bon, il y a des enquêtes policières, bien sûr, mais le contexte d'après-guerre est très important, parce que la dénazification, c'est pas fait... comme ça, il faut pas rêver non plus. Voilà. Et il faut aussi savoir ce que
les Alliés ont fait subir à ceux qui restaient, c'est-à-dire comme tous les autres étaient morts ou arrêtés ou en procès ou s'étaient cassés à l'étranger, avec la route des rats, bah, c'est le peuple qui a pris. Généralement, c'est toujours le peuple, hein, c'est toujours nous qui prenons, hein, au début, pendant et après la guerre. Hein, on s'en prend plein la gueule. Généralement, avant, on se prend les bombes et après, on se prend les vainqueurs qui nous en veulent. Voilà, surtout si on fait partie des vaincus. Donc, c'est vraiment une très bonne trilogie qui montre aussi toutes les ambiguïtés de ce truc des alliés. Petit arrangement entre alliés, on va dire. Et le dernier, c'est le réseau Corneille de Ken Follett. Alors, je sais que Follett fait vraiment du grand public. Mais là, son histoire de résistance, de réseau, etc. Voilà, c'est du Follett, ça se lit très bien. C'est pas compliqué, c'est pas difficile à faire. Mais si vous voulez déjà mettre un papate dans la résistance, dans tout ce genre de trucs, ça fait partie des livres qu'il faut lire, voilà, parce que bah, un peu comme la chute des géants pour la première guerre, sur le parti de la Première Guerre mondiale, il y a des livres comme ça où, sans être hyper méga historiquement blindé, vous savez que vous allez avoir une base quand même qui est bien foutue, voilà. Et si les pavasses que j'ai dit avant en disant oh mon Dieu je peux pas lire ça, je vais mourir, bah commencez déjà par là. Commencez par le plus simple. Le truc pas... voilà. Donc le réseau Corneille de Ken Follett, moi je pense que c'est... Si vraiment il n'y en a aucun là au-dessus qui vous dit ah non c'est trop compliqué pour moi, je vais jamais y arriver, commencez par celui-là. Ça mange pas de pain. Voilà. Et on finit par roman graphique. Roman graphique. Je vous dis on est à plus d'une heure. Hein. Les romans graphiques, bah, c'est simple. En gros, j'en ai mis 6. Mais alors quand je dis 6, c'est les 6 qu'il faut... justement, si vous voulez pas vous taper les pavasses avant ou les romans avant, lisez ces 6-là avant d'attaquer tout le reste. Surtout avant d'attaquer les incontournables. Du coup, là, vous avez une belle base quand même. Hein. Alors là, je vous ai foutu une belle base quand même. Hein. Alors là, le premier que j'ai mis, c'est Vanzi. Alors, honnêtement, allez-y. Alors, W-A-2-N-S-E-E. Hein. Oui. Le protocole. On est bon donc sur l'île de Vanzi, juste en périphérie de Berlin. Solution finale. Je dois dire quelque chose. C'est là où c'est mis en place véritablement la solution finale. C'est pas en 1912, hein, on est bien d'accord. Voilà. Donc, oui, allez chercher je vais pas vous mâcher la date parce que la date est hyper connue. Voilà. C'était pratiquement au milieu de la guerre. Donc, allez-y, parce que, premièrement, la BD est bien faite. Il y a tous les personnages qui ont été influents sur ce protocole et qui ont décidé de la mort de millions de gens. Oh. Un peu entre 2 tasses de thé, 2 petits gâteaux. Hein. Ah oui, non, mais sérieux. Avec notre ami HH là. Enfin, ami, tout est relatif, hein, bien sûr, vous m'avez bien compris. C'est ironique, hein, pour ceux qui commencent à ruer dans les brancards. Le dessin est beau, l'histoire se tient, ça apprend plein de choses. Si vous ne connaissez pas du tout, vous allez savoir tout ce qui est à peu près le minimum à savoir sur cette histoire-là. Moi j'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'il était très didactique et je l'ai conseillé à beaucoup de gens qui me disaient oui mais moi je comprends pas trop quand c'est que c'est arrivé, qui c'est qui a fait ça, je dis ça. C'est un graphique, hein, donc c'est pas non plus, voilà, il faut pas avoir fait Polytechnique. Deuxième c'est Maus. Enfin, je pense que là, Maus, c'est obligatoire, quoi. L'intégrale, hein, Maus. Alors, c'est M-A-U-S, hein, on est bien d'accord. Je pense qu'il n'y a pas... Je pense qu'il n'y a pas eu mieux sur l'Holocauste. Enfin, en tous les cas, il y a eu mieux sur les romans graphiques, il y en a eu d'autres. Hein. Mais ça, c'est vraiment un truc, en plus, passé avec des... Ouais... Faire passer un message aussi terrible en ayant... en dessinant autre chose que des hommes. Je trouve, moi, quand j'avais lu le premier, j'avais été tellement émue que j'avais eu du mal à en parler. J'avais un copain qui adorait ce genre de BD et il m'avait dit alors tu l'as lu, tu aimes, et j'avais pas pu lui dire autre chose, je lui avais tendu, je dis lis, parce que j'avais été émerveillée déjà par le dessin, mais par la force du témoignage qu'il y avait dedans, alors que c'est un dessin et que vous pouviez vous dire oh, c'est juste une bande dessinée, enfin un graphique quoi. Bah non, c'est une merveille.
Un autre, c'est aussi une pavasse en marge. Et derrière, il y a un livret qu'il faut absolument lire. Alors, je vous épargne le vrai rapport, parce que moi, je l'ai lu, le vrai rapport. Je vous épargne le vrai rapport qui est très difficile à lire. Pas indigeste, mais difficile à lire. C'est le rapport W. C'est une BD. Vous tapez rapport W, BD, vous allez la trouver. C'est l'histoire d'un Polonais qui était dans la, on va dire, dans la résistance politique polonaise, qui va être envoyé volontairement à Auschwitz pour essayer d'organiser une résistance à l'intérieur du camp, bien avant que, enfin, que ça commençait déjà à mal terminer, mais avant que tout s'enchaîne beaucoup trop mal. Et en fait, il a essayé de fomenter de l'intérieur quelque chose. Il fait volontairement fait interner, et il ne savait pas du tout, personne ne savait ce qu'il y avait à l'intérieur. Et quand il s'est retrouvé là, il s'est retrouvé piégé, mais il s'est retrouvé face à un truc qui le dépassait. Donc il a fallu qu'il sorte des informations donc vers la résistance polonaise. Et c'est un rapport très important, alors qui n'avait pas l'ampleur et qui n'a pas connu l'ampleur de ce véritablement, parce que pas tout était en train de se monter, hein. Il y avait certaines choses qui n'existaient encore pas, mais il y avait les prémices. Voilà. Donc le rapport W, c'est quand même un graphique qui est dur. Déjà, au point de vue des couleurs. On passe du gris au bleu, du bleu au rouge sanguine, de la sanguine à un gris fusain. C'est très très fort au niveau des couleurs, et ça apporte à chaque fois une ambiance dans le graphique. Vraiment, si vous n'avez pas lu Rapport W, allez-y, vous pouvez y aller les yeux fermés. Autre BD, et c'est en 4 tomes, et c'est un petit bijou si vous voulez savoir ce qui s'est passé sur le front de l'Est de la perspective de l'armée de la Wehrmacht, c'est l'armée de l'ombre. C'est 4 tomes, ça suit des soldats lambda de la Wehrmacht qui partent en gros pour l'opération Barbarossa, Bamos, la fleur au fusil, enfin c'est une expression, hein. Ils n'avaient pas du tout envie d'y aller. Mais enfin bon, ils y vont. Alors certains sont des nouveaux incorporés, hein, ils débarquent comme ça, d'autres qui sont déjà des vieux de la vieille, hein, ils ont déjà fait le front français, d'autres... ils ont déjà un peu crapahuté un peu partout. Et ils arrivent en URSS, enfin sur les terres de l'URSS, en se disant bon, bah, c'est bon, on va les torcher en 3 minutes, quoi. Le front s'installe. Au début, ils gagnent, et puis petit à petit, il y a des batailles de plus en plus difficiles, et il y a de plus en plus de rouges qui arrivent sur eux. Les chefs sont pas d'accord avec les autres qu'on leur transmet parce qu'ils savent bien que c'est de la grosse merde, mais ils n'ont pas le choix, ils obéissent. D'autres qui obéissent pas, qui se font remplacer au pied levé, et donc les suivants font pire. Et puis arrive Stalingrad, et surtout Koursk, qui est une catastrophe pour l'armée allemande. Donc déjà Stalingrad, ils s'étaient pris, mais alors Koursk, n'en parlons même pas. Et vous avez l'étendue de la gamme des Allemands de cette période-là, bien avant. Donc ceux qui ont été enrôlés dans la Wehrmacht parce que ils avaient l'âge, et ferme ta gueule, ton pays est en guerre et tu es convoqué, c'est ça, ou le peloton d'exécution, où tu te casses de ton pays, ou on arrête ta famille. Ils faisaient ça aussi, n'oubliez pas. D'autres qui étaient endoctrinés, ou tout simplement qui croyaient aux promesses du Reich. Alors peut-être pas millénaire, mais en tous les cas qui pensaient à la victoire. Et puis de toute façon, il faut dire qu'en 40 ils avaient défoncé tout le monde, donc en gros 41 ils se sont dit on va y aller, hein, on va les défoncer, surtout que les autres ils étaient pas en bonne forme, hein, aussi, enfin les Russes, hein, les soviétiques ils étaient pas en très très bonne forme à ce moment là, donc on s'est dit ça va être plié ça, voilà, mais ils se sont pas fait plier, enfin ils se sont fait plier après. Et d'autres qui ont ouvert les yeux, alors d'autres qui n'ont jamais ouvert les yeux et qui sont restés dans leurs œillères, et d'autres qui ont ouvert les yeux sur les morts à côté, quand le blizzard arrive et que vos copains meurent de froid gelé à côté de vous, c'est vos amis, quoi, enfin c'est vos potes, c'est des gens avec qui vous étiez, voilà, c'est très bien foutu, très très bien foutu. Alors moi j'ai mis à l'égalité les deux, parce que c'est l'autre vision, c'est-à-dire c'est ceux qui ont collaboré avec l'Allemagne nazie. Alors d'un côté les malgré nous mais volontaires, hein. Alors les malgré nous, on est d'accord, c'est ceux qui ont été enrôlés involontairement de force par l'armée allemande. Il y a eu des gens qui ont devancé l'appel, hein. Il y a toujours
gens qui sont d'accord, hein, on est d'accord. Donc ça, c'est véritablement deux BD. Donc il y en a un, ça s'appelle Le Voyage de Marcel Grob, qui est l'itinéraire d'un vieux monsieur. Un juge va interroger un vieux monsieur et va lui demander des comptes sur ce qu'il a fait quand il s'est volontairement enrôlé dans l'armée allemande, en fait, en étant en gros alsacien, mais en se disant ben non, moi je suis pour l'Allemagne, j'en ai rien à foutre, voilà. Et l'autre, c'est Berlin sera notre tombeau, et là c'est l'autre côté, c'est-à-dire c'est les Français enrôlés volontaires qui étaient limite dans la milice déjà en France, qui sont allés se battre et défendre le bunker d'Hitler jusqu'à la mort. Ah bah il y en a certains qui étaient bien allumés quand même. Mais ça vous explique aussi, ça montre aussi bah, le fait que dans un pays, rien n'est blanc, rien n'est noir. Hein. Vous avez des gens qui bah, croyaient au pouvoir, qui arrivaient à l'envahisseur, qui croyaient très bien que ces gens-là étaient très bien, c'est cool, hein, tiens, ils sont sympas, on va jouer avec eux. Et d'autres qui étaient tellement omnubilés par la gloire, machin, bah, on est du côté des vainqueurs, on se range du côté de ceux qui gagnent, et comme ça on va gagner nous aussi. Voilà. Ouais, oui, il y a beaucoup de gens aussi comme ça. Et donc le dernier, c'est la BD L'Africa Corps. Le 3e tome sort là, le mois prochain je crois, ou à la fin du mois. Je suis en mode groupir là. C'est une BD qui explique très très bien. Bah pareil, ça suit des soldats de l'Africa Corps. Je suis obligée de vous dire Rommel. Ah bah si quand même. Bon voilà. Bref, c'est pas sur lui la BD, hein, c'est sur des officiers ou des soldats lambda. Et on les suit sur leur campagne en Afrique du Nord. Alors du moment où ils ont commencé à gagner jusqu'au moment où ils ont commencé à avoir des escarmouches assez sérieuses, où les ordres qui venaient de au-dessus étaient complètement disproportionnés, étaient complètement à l'ouest, plutôt à l'est. Et donc ça a commencé à refluer partout, sachant que Rommel était quand même un bon stratège, qu'il avait en face un Montgomery qui était loin d'être un con. Et donc deux bons stratèges, bah, à un moment donné, sur un échiquier, il y en a un des deux qui arrive à faire apparaître l'autre, hein, c'était évident. Voilà. Mais cette BD-là, premièrement, elle est bien faite, elle est très belle visuellement, et bah, ça vous apprend un minimum, parce que c'est peut-être pas la période et l'endroit qui vous plaît le plus dans la Seconde Guerre mondiale et qui vous intéresse le plus. C'est dommage. C'est intéressant les batailles en Afrique du Nord. Très intéressant au point de vue géopolitique aussi. Ah, j'essaye de faire en sorte de faire le mieux que je peux hein, pour vous expliquer. Donc ça c'était les incontournables, les indispensables, les romans policiers et les romans graphiques. Alors tout à l'heure je vous ai dit, donc ça c'est ma sélection. Tout à l'heure je vous ai dit qu'en marge, il y avait des choses que vous pouviez lire, mais que je n'avais pas inclus dans les romans historiques, parce que pour moi, ce n'est pas des fictions. C'est soit des biographies, soit des journaux, soit des choses qui sont des essais, soit des témoignages personnels. Alors, évidemment, il y a Primo Levi. Enfin, si vous ne lisez pas Primo Levi, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Évidemment, il y a des gens comme Hannah Arendt, ou il y en a tellement, si je les cite tous, on va pas s'en sortir. Enfin bref, tous les témoignages des anciens déportés, des personnes en Allemagne qui ont lutté, qui ont été obligés de partir de leur pays, parce qu'il y a eu beaucoup d'intellectuels qui sont partis, mais qui ont lutté derrière. Tous les témoignages, les vrais témoignages des anciens déportés. Il y en a eu cet été, je vous ai montré dans mes pales et dans mes points lecture, des gens qui ont témoigné sur la Vrave du Lviv, sur la résistance. Ne vous privez pas de leur témoignage écrit. Témoignage oral aussi, ça le fait très bien, hein, voilà. Mais ne vous privez pas, puisque malheureusement beaucoup d'entre elles ne sont plus là, ne vous privez pas d'aller écouter sur les sites que je vous ai cités tout à l'heure, les images d'archives, les conférences qu'ils ont données, et d'aller lire les témoignages qu'ils font. Il y a un très beau témoignage aussi de Anne Sinclair qui a donné 2 ouvrages, qui a
consacré 2 ouvrages à ses grands-parents, notamment la Rafle des notables, qui est vraiment une tâche aussi, encore une autre tâche dans l'histoire française, en plus de la Rafle du Veldiv et d'autres saloperies, mais c'est encore une grosse tâche dans l'histoire française, qui pèse quand même bien sur nos épaules, mais elle le fait avec une délicatesse et fouillage de journaliste, hein, il n'y a pas tortillé, mais avec la sensibilité d'une petite fille, qui rend hommage à son grand-père. Voilà, donc c'est vraiment un très beau témoignage familial, mais ne vous privez pas d'aller chercher ça. Parce que c'est pas des romans, parce que c'est pas des pavasses d'histoires qui vont vous dégoûter, qui vont faire 200 pages, 100 pages, 150, 200 pages, pas plus, mais c'est des choses importantes. Vous avez aussi tous les journaux et les témoignages des déportés qui sont accessibles en ligne, qui sont accessibles dans les médiathèques. Si vous demandez à votre médiathèque, je pense qu'elle peut vous les trouver. Si vous êtes à Paris, vous avez la chance exceptionnelle d'avoir le mémorial de la Shoah, vous avez la Bibliothèque nationale de France. N'allez pas vous priver de ce genre de putain de fonds, il y en a des trucs. Ne vous privez pas aussi de l'autre côté, c'est-à-dire n'allez pas oublier les témoignages et les journaux des soldats allemands, que ce soit la Wehrmacht. Alors on ne vous parle pas des officiers, allez taper dans la Wehrmacht, il y a les lettres des Allemands qui a été condensé même en français, moi je l'ai là, il s'appelle comment, celui que j'ai lu qui est merveilleux, qu'il faut absolument, à chaque fois, il y en a un qui s'appelle Sale temps pour les Allemands, de Schneider. Vous avez aussi Lettres des Allemands, où ils ont compilé, c'est quelqu'un qui fait un travail absolument formidable, qui est allé aux archives de Berlin, et dans plusieurs archives de villes allemandes, qui a récupéré des lettres de soldats qui avaient envoyé à leur famille, dont les familles ont reversé au fond de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez toute l'évolution d'un homme, des hommes, qui ont vu arriver le nazisme, qui ont commencé à faire leur classe, et puis un jour qui ont été envoyés sur la guerre, qui au début, tout il est beau, tout va très bien madame la marquise, et puis tout d'un coup qui se rendent compte qu'il y a des saloperies qui sont faites, et ça, certains, bon, ben, ils s'en foutent, ils s'assoient dessus, et d'autres, c'est pas dans leur conviction, c'est pas ça, c'est pas pour ça qu'ils se battent, c'est pour leur pays, c'est pas pour tuer des gens, pour massacrer, non, c'est pas ça. Donc, ne vous privez pas des journaux des soldats allemands, ni des lettres, notamment des soldats qui ont été compilés pour avoir la vision de la Wehrmacht et des soldats lambda qui ont vu débarquer les Américains et les Anglais, les Canadiens et les Australiens, les Français, etc., qui ont vu arriver cette armada en phase 2, eux dans leur petit bunker ou juste un petit peu dans les terres, qui les ont vus arriver en masse. Eux aussi, ils ont des témoignages à donner. Ne vous privez pas d'aller, bien sûr, tout à l'heure je parlais des déportés, mais ne vous privez pas des témoignages ou des journaux ou même des minutes de procès des dirigeants de camp, que ce soit des femmes ou des hommes. Il y a eu des salopes de première catégorie. D'ailleurs, je vous ai mis dans les points lecture de septembre Les Furies d'Hitler. C'est un livre j'aurais pu rentrer, mais c'est un livre d'histoire. Voilà. Bien sûr, les témoignages des résistants français. Ça me semble évident. De la tête au sous-fifre, hein, parce que... alors, je vais citer un de mes camarades, qui n'est pas qui est un historien, machin, très... voilà, qui est à pignon sur rue, qui travaille beaucoup sur le Périgord, qui s'appelle Patrice Rolly, R-O-2-L-I, qui fait beaucoup de romans, enfin, de livres d'histoire, pardon, de livres d'histoire sur véritablement... le Périgord, voilà, comme Guy Penaud, etc. C'est des gens qui travaillent depuis des années sur la Seconde Guerre mondiale en Périgord ou en périphérie du Périgord, de la Dordogne. Ne vous privez pas d'aller dans votre bibliothèque ou dans votre médiathèque régionale ou départementale et d'aller prendre un livre qui traite de la guerre dans votre région, dans votre ville, de la résistance dans votre ville, des exactions, de la milice qui a pu se passer. Allez aux archives départementales, demandez le fond sur la Seconde Guerre mondiale de la préfecture de l'époque. Allez lire les missives, allez lire les lettres de dénonciation qui ont été faites. C'est pas les étrangers qui dénonçaient, hein. Voilà. Non, mais il faut quand même le savoir. Donc... allez dans ce truc, c'est gratuit. Les archives départementales, c'est gratos. Les médiathèques, c'est gratuit. L'INA, c'est gratuit. La Bibliothèque nationale de France en ligne, c'est gratuit. Gallica, c'est gratuit. Il y a beaucoup d'universités, comme par exemple Montaigne, etc. à Bordeaux. Ils ont un fonds
exceptionnellement incroyables en ligne que vous pouvez accéder en 3 clics pour lire des PDF, pour regarder des visios, pour lire des thèses d'étudiants en histoire sur certains sujets. Vraiment, ne vous privez pas ça d'aller voir les minutes des procès, que ce soit Nuremberg, que ce soit n'importe lequel, même ceux qui ont eu lieu notamment plus récemment en Israël ou en France pour nous, pour les anciens collaborateurs. Ne vous privez pas de ça. Je sais que c'est chiant, etc., mais ne vous privez pas de la manne que vous avez. Maintenant, on a Internet, vous avez toutes les possibilités de regarder. N'allez pas me lire que Martine à la plage. Voilà. Et ne commencez pas à râler parce que je lis Martine à la plage, et même si vous aimez ces livres-là, n'allez pas vous priver. Évidemment, lisez au moins une fois dans votre vie un livre qui traite véritablement du procès de Nuremberg. Alors je dis pas Nuremberg pour les nuls, hein, mais ça peut être, s'il y a ça, je sais pas si ça existe, mais n'hésitez pas. Il y a un livre qui avait été fait très bien sur les enquêtes du procès de Nuremberg. Je l'ai quelque part dans mon machin. Il n'était pas si dense que ça, il faisait 300 pages. C'était pas si compliqué que ça parce qu'en fait il expliquait comment avaient été récupérés les témoignages à charge contre les dignitaires nazis. C'était vraiment très très bien foutu. Outre la BD sur Vanzi, allez me lire un livre au lieu de, comme j'entends souvent sur le forum la fois là, ou en critique de certains livres, de dire des conneries plus grosses que vous. Parce que à un moment donné, il faut arrêter de... Sur certains sujets, il faut arrêter véritablement de distiller des choses qui sont fausses et d'induire en erreur en faisant l'amalgame entre les années. Il y a des choses qui sont vraies à partir d'une certaine date et qui ne le sont pas avant, qui l'étaient dans l'absolu et dans le flou artistique. Après une certaine date, c'était pas le flou artistique. C'était un cahier des charges. Voilà. Donc, c'est pas la même chose. Vous voyez, vous êtes là, à votre maison, vous avez mis 2 planches, tranquillo, bilou. Oh bah tiens, je vais peut-être mettre 2 planches comme ça. Et puis le jour où vous avez l'architecte qui vous met les plans complètement et que vous avez tous les gens qui font le vrai corps de métier, le bâtiment, il tient. Malheureusement. Voilà. Donc, entre l'amateur et l'architecte, il y a un monde d'écart. Voilà. J'ai rien contre ceux qui bâtissent leur maison tout seuls. Hein. On est bien d'accord. Non, parce que maintenant, il ne faut plus rien dire, sinon ça gueule. Et bien sûr, au lieu de vous taper... au lieu de vous taper le truc indigeste absolu que je me suis tapé il y a des décennies, qui est très mal écrit, qui est indigeste, mais véritablement qui est indigeste. Il y a très peu de gens qui l'ont véritablement lu à l'époque, j'en aurais un carré. Certains le recevaient pour leur mariage, et il y en a certains qui l'ont mis sur la cheminée pour faire joli, parce qu'il fallait quand même l'exposer, sinon ça risque de barder un peu. Je pense que les 3/4 des gens n'ont jamais rien compris à ce qui était distillé, à part la haine et la connerie absolument incroyable, le truc. Enfin bref, c'est un mec qui a réglé ses problèmes, il avait des problèmes psy depuis des décennies, et il a vomi, littéralement, dans un ouvrage, tout ce qui lui était absolument inconcevable. Voilà. Mais il est indigeste le truc, donc j'irai pas vous dire de lire Mein Kampf, hein, surtout abstenez-vous de lire cette merde, mais allez lire des livres qui expliquent véritablement, alors je dis pas des romans là, on parle d'annales. Il y a des annales DCC qui font 100 pages, c'est un condensé en fait de tout ce qui est, alors une fois que vous avez levé voilà, le truc qui sert à rien, l'emballage, machin, ouais, il reste les idées. Voilà. Donc il reste, au lieu, comme je vous disais tout à l'heure pour Vanzi, au lieu de débiter des boulettes, de débiter de dire oui, il l'a dit à ce moment. Non. Non, mais non. Il y a des choses qu'il n'a pas dit textuellement en disant A plus B égale C. Hein. Non. C'était dit dans l'enrobage, en gros. Mais quand c'est un peu comme délayer, vous voyez, quand vous faites la cuisine, c'est ça. Vous délayez, vous délayez, vous délayez. À la base, il y a bien les ingrédients, mais au bout d'un moment, vous savez pas si vous avez tout, vous voyez pas tous les ingrédients quand même. En gros, il y avait du sel, mais c'était pas salé. Voilà. Donc, au lieu de débiter des trucs que vous ressassez ou que vous savez, parce que à la fin, on est au courant, puisque ça s'est passé. Ça on savait pas, donc comme ça a quand même été écrit au début des années 20, je rappelle, et que
En gros, c'était une grosse daube, personne ne l'achetait à part les fans absolus, hein, donc ça s'est pas vendu des masses. Ça a commencé à se vendre un peu plus, fin des années 20, un peu plus. Peut-être parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se sentaient obligés de l'acheter, surtout s'il fallait appartenir au parti, bien, de dire hé chef, je l'ai. Voilà, après c'était imposé, en gros, tu l'as pas? Ah bah attends, on va te le filer. Voilà, ça a été distribué à tous les mariages, hein, gratos, hein, comme le livret de famille. Voilà, donc oui, je sais, j'en ai un. Mais de cette époque, hein, je parle. Mais il traduit après en français, mais voilà. Donc c'est au lieu d'extrapoler ce que les autres ont dit ou ce que vous avez lu, machin, allez à la source. C'est ce que je dis toujours, allez essayer d'aller à la source. Alors, n'allez pas vous taper la merde. Non, non, alors je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. N'allez pas payer 100 € non plus sur l'édition qui est fort bien, hein. Avec toutes les pages qui sont avant pour explicative, les warnings, les trigger warnings, les machins, les trucs là. Avant d'avoir la daube derrière. Mais mettre 100 € dans un livre comme ça, qui personnellement ne vous apporte pas à vous, parce que en gros ça n'a rien à foutre et vous n'irez pas lire le truc derrière, allez chercher des textes il y a eu des essais, il y a eu des livres un peu plus condensés qui ont expliqué, qui ont disséqué ce truc là. Voilà, donc allez plutôt faire ça. Alors allez demander aux gens qui savent. Voilà, n'allez pas demander à votre voisin palier si sa période préférée c'est l'Antiquité, hein. Il va pas trop vous expliquer des masses, hein. Voilà. Donc tout ça c'est en marge, c'est des choses qui sont accessibles, qui sont pas difficiles, qui sont pas des pavasses, qui sont pas des trucs avec des notes de fin de page comme ça, avec des petits caractères comme ça et 50 pages ou 60 pages de pages très très fines, écrites tout petit en 7 minimum. Vous savez, Times New Roman 7, le truc qui est lisible sauf la loupe, avec des milliers de notes de pages, quoi. Voilà, parce que ça, c'est le genre de truc indigeste, ça dégoûte tous ceux qui ne connaissent, qui ne veulent pas. Perso, moi, ça me dégoûte pas parce que j'ai l'habitude, mais je sais que, honnêtement, c'est indigeste, quoi. Si vous aimez pas, c'est un truc à vous faire vomir sur la table au bout de 2 minutes, hein, ou même endormir sur le livre, voilà. Donc, ça, c'est des trucs accessibles, c'est des trucs visuels, c'est des trucs auditifs. C'est des petits journaux pas très épais, évidemment Anne Frank, hein, ne vous privez pas. Je sais qu'en ce moment il y a un roman de Lola Lafont qui parle de ça, etc. Allez lire à la source carrément. Voilà, après si vous voulez le lire, très bien, au contraire, mais essayez de lire avant quand on parle d'un truc, ou alors vous lisez d'abord le roman et puis après vous lisez Anne Frank, mais ne faites pas un ou l'autre, voilà, vous faites si vous lisez Anne Frank vous êtes tranquille, hein. Mais si vous voulez des explications, il y a d'autres personnes qui ont parlé de ça, voilà, c'est des choses qui sont accessibles parce que c'est pas très compliqué à lire, il faut pas avoir un gros bagage pour s'aventurer là-dessus, mais ça déblaye beaucoup, et ces romans-là, ou ces BD, déblayent beaucoup. Et si vous arrivez à ressortir à droite, à gauche, à piocher des trucs, vous êtes armé pour les martines à la plage. Voilà, parce que vous pourrez lire ça sans aucun souci, en vous détachant de l'énervement que moi j'ai pu ressentir, sachant que j'en ai lu un, la dernière fois je me suis dit, bon t'arrêtes, tu le lis, mais tu le lis comme si, de toute façon tu sais que c'est faux, enfin pratiquement 75% est faux, donc tu t'énerves pas, tu lis comme si, voilà, c'est un roman, tu lis. Bon, outre le fait que que de temps en temps ça me titillait un peu de m'énerver, mais je peux comprendre la réflexion que la fille a fait sur le forum la dernière fois en disant ouais mais tu comprends, moi par exemple elle, sa période préférée c'est la Révolution française. Et elle me dit, ah non mais moi la véracité des trucs je m'en fous, je lis l'histoire, après que ça soit vrai ou pas, tant que c'est un roman et que ça fonctionne bien, etc., que l'histoire est sympa et que les personnages sont bien, je me pose pas la question si c'est vrai ou pas. Voilà, alors peut-être que c'est moi qui suis trop pointilleuse, trop chiante, trop emmerdante, sûrement, vous allez me dire oui. Mais après j'ai compris son propos, je lui dis oui non mais je comprends, moi malheureusement moi si j'attaque une période en plus que je connais bien, il faut que ça soit... Voilà, sinon je gueule comme un putois, enfin, je râle, voilà, vous m'entendez, je râle toute seule, j'auto-râle devant le roman. Sinon, si je connais pas trop bien la période, j'ai ce réflexe d'aller voir. J'ai un réflexe de fan d'histoire qui fait que je vais aller voir. Je finis un roman, s'il y a quelque chose qui
Voilà. Par exemple, Lovenbruck, que j'ai lu, Le loup des cordeliers, machin, qui est en Révolution française, bien sûr, il y a son héros et son héroïne qui sont pas du tout... enfin, qui n'existent pas. Évidemment, il les inclut dans des jeux révolutionnaires qui ont existé, etc. Et qui, forcément, il a mis des choses qui étaient vraies dans certaines rencontres entre révolutionnaires, etc. Des choses qu'il a mis à sa sauce parce qu'il fallait qu'il case ses héros. Bon, il y avait un truc qui me semblait bizarre aussi. Je me suis dit, oh là, non, c'est pas à cette période-là. Ça me semble bizarre qu'il était là, lui. Bizarre. Donc je suis allée voir parce que la Révolution française c'est pas trop ma tasse de thé. Je connais, hein, vous inquiétez pas. Mais enfin, je suis pas une férue, hein, donc voilà, je connais les bases. Voilà, une grosse base. Voilà. Donc je me suis dit non mais c'est bizarre. Alors en plus c'est sur Camille. Oui, ah bah Desmoulins, je l'aime bien. Donc du coup, j'ai dit ah non, mais t'entendrais que Desmoulins il ait fait ça ou qu'il ait dit ça. Donc je suis allée voir sur une bio de Desmoulins, je l'ai lu, machin, je suis arrivée à la période, j'ai dit ah ouais c'est ça, c'est bien ce que je me disais, il était pas là à ce moment-là. Mais dans le corps de l'histoire, ça avait de la gueule, c'était normal, ça semblait bien, d'ailleurs ça coulait de source. C'est juste que moi j'ai eu ce petit déclic. Alors ayez un jour un déclic de vous dire bah tiens si c'est un truc que je connais pas trop, une période que je connais pas trop, bah je vais quand même aller faire 2-3 recherches sur Universalis, sur un Larousse, voilà, vous allez à une source, je vous dis, c'est accessible sur la BNF, sur le machin, vous y allez, vous cherchez, vous dites, ah bah tiens, résumé pour les nuls, et ah bah tiens, je lis d'abord le résumé pour les nuls, et puis après j'attaque le roman, ou après le roman, je regarde, voilà. Et ça vous fait progresser aussi assez facilement, voilà. Donc ça, c'était les romans historiques pré, post, Seconde Guerre mondiale, y compris les 1 qui est dans le futur, mais qui est très bien foutu, les BD et bah, les en marge, on va dire les bases minimum. Voilà. Et puis si vous voulez aller voir les 15 livres que je préconise de savoir, enfin de lire, des livres historiques, vraiment des livres d'histoire sur cette période-là, pour que vous ayez, alors là c'est même pas une base que vous avez, c'est un... Ah bah là, vous avez la cale plus le pont du bateau. Hein. En gros, vous avez peut-être pas trop la voilure, quoique si quand même. Vous avez la moitié de la voilure, voilà. Et vous avez le gouvernail. En gros, vous n'avez pas la vigie en haut, donc bon, en gros, avec une bonne paire de jumelles, vous vous en sortez. Vous avez une belle base, voilà. Donc, mais c'est mon avis personnel, je le rappelle, ce ne sont que mes propres parties de mes propres expériences, de ce que je sais moi sur cette période, que j'apprends toujours sur cette période. Je suis honnête. Hein. D'ailleurs, vous le voyez si vous suivez mes points d'histoire, il y a des choses que je lis. Alors, il y a les furies d'Hitler, j'ai vraiment rien appris. Mais voilà, par exemple, sur les actrices du Troisième Reich, il y avait des choses que je me suis dit, ah ouais, putain, ah ouais, ça ouais, je me rappelais plus du tout. Parce que, le truc propagande, déjà, moi, Goebbels, c'est ma cam, mais j'ai lu les journaux de Goebbels aussi, ça fait partie des sources, hein, voilà. Mais il y avait des choses que quand vous lisez, ça vous passe par-dessus, vous pensez plus, puis là, c'était... Voilà, donc, voilà. Le cinéma aussi, le cinéma allemand, c'est pas mal du tout pour voir... je sais que les films sont sont Oni, etc. Mais visuellement, ils sont très beaux. C'est ceux de Leni Riefenstahl. Ça vous montre les arcanes aussi. Hein. Le culte, tout ce truc. Bah, évidemment, vous avez ça au cinéma. Vous êtes un jeune de 15 ans, vous voulez ressembler à ça. Hein. Ah bah, à un moment donné, il faut quand même se remettre dans le contexte. Hein. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que c'est pas trop long. Enfin, ça va faire au moins 1h30, 2h. 1h30, un minimum. Donc, je pense plus que ça, mais bon, on verra. C'est pas grave, je la mettrai telle quelle. Si ça vous plaît pas, bah tant pis. Mais de toute façon, bah, je l'ai fait parce qu'on me l'a demandé. Il y a plusieurs personnes qui me l'ont demandé, que ce soit ici ou sur Insta, ou carrément en réponse à ma newsletter, qui m'ont dit « Ouais, non, Lisa, il faudrait que tu nous le fasses, parce que voilà, moi j'ai lu ça, mais je sais pas, et tout. » Ce fut avec un grand plaisir, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres livres que j'ai pas cités, c'est pas exhaustif hein, bien sûr, des livres que, voilà, l'enjeu unique, machin, tout ça, j'ai pas cité parce que pour moi c'est un bon livre, mais c'est pas, voilà, c'est un bon livre historique, mais enfin il fait pas partie des 4 catégories là, quoi. Enfin pour moi, absolument pas, mais peut-être que pour vous. Donc bah, citez-moi, vous aussi, si vous avez lu certains romans sur cette période-là, hein, je parle, allez pas me citer Covadis, hein, pour l'instant. Voilà, vous me dites, et puis vous me dites, est-ce que tu l'as lu, ou est-ce que celui-là, ouais, ah, bah, j'ai celui-là dans ma palle, je sais pas si je peux y aller, voilà. Si je peux répondre, je réponds, si je peux pas répondre, je vous dirai, ah bah ça je sais pas, je l'ai pas lu, alors voilà.
Donc si j'ai pas lu, je vous dirai j'ai pas lu. Parce que je suis honnête, hein, je pense que vous commencez à le savoir. Si j'ai pas lu, je n'ai pas lu. Si je ne connais pas, je ne connais pas. Si je l'ai lu, que j'ai aimé ou que j'ai pas aimé, je vous le dirai. Si j'estime qu'il est bien, mais que... voilà. Ou si, selon le degré que vous avez, vous pouvez y aller. Voilà, vous me dites. Et puis, bah, comme ça vous permettra de me dire, dans la liste des 30 que je vous ai mis, est-ce qu'il y a... Je pense qu'il y en a plein qui ont lu tout ce que j'ai mis, en fait. En fait, c'est des bateaux. Je suis en train de me dire qu'il y en a plein, je connais, qui vont me répondre « Ah, j'ai lu ça, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. » Si vous me dites que vous les avez... Certains, vous l'avez lu à cause de moi, c'est pas la peine. Hein. Pas ma faute. Je décline toute responsabilité. Bah, allez, bisous. Enfin, bisous sur cette vidéo. Ouais, je fais des bisous parce que sur cette vidéo, vous faites au moins des bisous. Bisous, bisous. J'ai pas hugs, hein, je suis désolée. Il est parti. Du coup, il a été très vexé. Allez, prochaine vidéo, je sais pas. La prochaine vidéo, c'est le point lecture. Parce qu'il n'y aura pas d'item lise. Parce que... Décès de Sa Majesté, moi ça m'a mis sur le carreau pendant une semaine. Hein. Voilà, donc voilà, du jour où ça a été annoncé jusqu'à son enterrement, j'ai été sur le carreau. J'ai eu du mal à lire, j'ai mis 4 jours et demi avant de reprendre la lecture. Je n'arrivais plus à regarder ni une série, ni un film, ni rien du tout. Je passais ma vie sur la BBC et avec mes potes en Zoom. Et je vous raconte même pas je vous raconte même pas ce week-end. Voilà, parce que là, je tourne vendredi 16. Je sais qu'elle est enterrée lundi, hein, donc je sens que ça va monter. Parce que mes potes sont en train de monter à la mayonnaise et qu'ils ont fait la queue pour voir le cercueil de Sa Majesté. Et que moi, je les ai vus à la BBC parce qu'ils m'avaient prévenu qu'ils étaient dans la queue, qu'ils n'étaient pas trop loin, donc il fallait que je regarde. Et puis moi, j'ai regardé. Hein, donc pendant 1 heure, j'ai regardé les images de la BBC pour voir mes potes. 1 seconde et demie. Et je sais que ça va être un difficile week-end pour eux. Et un peu pour moi, je sais que ça peut sembler ridicule à beaucoup de monde, mais voilà, c'est quand vous êtes attaché à un pays depuis votre enfance et que vous avez un attachement de cœur à un pays, à une monarchie et à quelqu'un qui est un peu, on va dire, quelque chose auquel vous pouvez vous rattracher, parce que quand ça vague mal et que vous sentez que les choses sont mouvantes, vous vous dites, bah, elle est constante, elle est là. Donc on risque rien, elle est là, elle a survécu à la guerre, elle a survécu à ça. On va s'en sortir, bah, vous vous dites, ah, merde. Ah, bah, on est mal parti là. Voilà. Donc ça va être très difficile, c'est pour ça que j'ai enregistré la vidéo après, parce que bah, je vous dis, je recommence à lire, je recommence un peu à regarder des trucs et... j'ai du mal, voilà. Donc il n'y a pas d'item list parce que en gros, à part le drapeau de l'Union Jack et le livre sur la reine, j'avais rien d'autre. Voilà. J'ai même pas, je pense pas faire de... Il y a quelqu'un qui m'a demandé si je voulais faire une vidéo sur la reine. Je pense pas. C'est trop intime pour moi de parler de ça en vidéo. Je pourrais faire un podcast dans quelques temps. Quand j'arriverai à dire vraiment ce que je ressens et ce que ça met, enfin, ce qui met intrinsèquement à moi émotivement et à l'attachement que j'ai à la Grande-Bretagne, c'est un truc que je pourrais faire sur un podcast, mais alors pour l'instant non, parce que j'ai tenté de le faire déjà avec ma meilleure amie au téléphone, j'ai fondu en larmes. Et pourtant elle me connaît, elle sait pourquoi. Donc si déjà avec meilleure amie je pleure, podcast, vous allez m'entendre couiner, c'est pas drôle. Voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Prochaine vidéo, donc point lecture du mois de septembre. Au moment où j'en suis, j'ai lu que 2 romans sur les 6. Je pense que je vais en lire un, peut-être pas ce week-end, mais la semaine prochaine, j'en suis sûre. Il y en aura un autre, ça c'est sûr, parce qu'il me tente beaucoup. Je pense que j'aurais pas lu les 6. Je pense pas. Je pense que je vais avoir un mois très creux, donc je rebalancerai sur le mois d'octobre, qui je pense reviendra normalement. Voilà, je pense. Hein. Mais c'est pas une panne de lecture, c'est véritablement une pause de lecture. Je sais pourquoi je pose là. C'est pas parce que je ne veux plus lire et que j'arrive pas à lire, c'est que je dois poser mon cerveau. Voilà, c'est un peu de l'autoprotection, on va dire. C'est comme ça. Puis en plus, au mois de septembre, c'est mauvais. Beau, pas beau. Puis en plus, la semaine prochaine n'est pas une bonne semaine. Donc ça va être beaucoup trop d'émotions la semaine prochaine, donc il va falloir que je blende. C'est pour ça que je blende. Allez, bisous, ciao.